Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, accompagner, assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier. Mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pour invité sur Pour Parler Rafi Mohamed. Bonjour Rafi. Bonjour Julien. Comment est-ce que tu vas? Très très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. C'est moi qui suis ravi parce que t'es notre premier expert qu'on invite sur cette chaîne qui est sur la partie vraiment vente, closing, et ça va être très intéressant parce qu'il y a souvent beaucoup de parallèles à faire entre la négo commerciale et la vente et j'ai hâte de découvrir un petit peu ton travail, la façon dont tu l'as conceptualisé et voir toutes les parallèles qu'on peut faire avec la négo et ces sujets-là. Est-ce que très rapidement pour les gens qui te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter, Rafi, s'il te plaît? Avec plaisir, merci beaucoup. Alors Julien, c'est très simple. Je suis le fondateur de la Closing Academy aujourd'hui, qui est un centre de formation, un organisme de formation, un cabinet de conseil et de formation, comme on dit, spécialisé sur la performance commerciale. Donc on accompagne historiquement des grands noms, des grands groupes internationaux sur tous les enjeux liés à la performance commerciale, et ce qui veut dire qu'il y a 3 dimensions. Ça veut dire les forces de vente B2C, l'accompagnement des forces de vente B2C, l'accompagnement des forces de vente B2B et l'accompagnement des sales managers. Alors, je travaille vraiment essentiellement sur ces 3 enjeux. Mais bon, s'il faut chercher à comprendre mon parcours, c'est très simple. Il y a 22 ans de ça, j'ai commencé, je sortais de fac de langue et j'étais réceptionniste dans une boîte qui n'était pas connue à l'époque, mais qui est devenue très connue. Qui est un des grands acteurs aujourd'hui du monde de la formation en anglais à travers le monde. Et de réceptionniste, 6 mois plus tard, le PDG fondateur m'a proposé de devenir consultant commercial. 6 mois plus tard, ils m'ont dit que j'étais le meilleur commercial monde. À partir de là, ils m'ont proposé 1 an plus tard de devenir business unit manager à 22-23 ans. Et de là, j'ai commencé à redresser des BU qui perdaient de la vitesse. Et à partir de là, j'ai été recruté pour faire la partie B2B, donc management commercial plus B2B. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'au bout d'un moment, on m'a demandé de créer la Sales Academy de mon groupe. Et donc, je me suis retrouvé à formaliser tous les réflexes commerciaux que j'avais naturellement développés au fur et à mesure du bon sens, comme on dit. Et donc, pendant quasiment 8 ans, mon travail, c'était d'accompagner tous les jours 150 forces de vente au niveau national, au niveau de la France, et de les entraîner à performer au quotidien. Et puis un jour, j'ai eu soif de liberté et de plus. Et donc, je crois que vers 2013, je suis parti à l'aventure. Déjà, comme j'étais un très très grand complexé de pas avoir fait d'études et d'être un vrai autodidacte, dans une époque où c'était pas très valorisé d'être peut-être un autodidacte. Je suis parti essayer de résoudre mon complexe à travers des études. Donc, je suis parti faire un exec MBA, en France, en Chine, aux États-Unis. C'était un cursus global qui était très intéressant, passionnant, où j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné assez de confiance pour créer mon cabinet. Et donc, depuis 2015, j'ai mon cabinet sur la partie B2B qui s'appelle NMF Consulting. Et j'ai développé une marque qui s'appelle la Closing Academy sur la partie B2C et grand public. Et je fais de mon mieux pour aider les gens à développer leur chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est sur génial. la France, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, etc. C'est un message fort que tu nous partages, qui est le côté autodidacte et études. C'est courageux et ça montre que avec de la volonté, d'une certaine manière, on peut reprendre ses études d'une certaine manière à n'importe quel âge. Et en repartant d'un parcours from scratch, c'est génial. Beau message. Et donc, tu as appelé ta partie B2C, B2B Closing Academy, et ça va être un petit peu ce sujet qu'on va aborder entre nous. Si tu m'as proposé un titre, un angle que j'ai trouvé intéressant, parce que je l'ai pas compris dès le premier coup, et c'est pour ça qu'il était aguichant pour moi, c'était oser dire non pour passer à l'action, l'art de cette notion de closing.
Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion d'oser dire non? Pourquoi? C'est quoi ce passage à l'action? Comment tu closes? Voilà. Et je te poserai peut-être même une question piège à un moment donné parce que j'ai pas la réponse. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre négo et vente? Tu sais, le sempiternel débat. Moi, dans mon travail, je fais pas forcément la différence. On a déjà échangé un petit peu là-dessus, mais je sais que toi, tu es vraiment un expert de la vente et du closing. Donc, si tu fais une différence, je prends avec grand plaisir. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. Oser dire non pour passer à l'action. L'art du closing, Rafi, c'est quoi ça? Eh ben, dis donc, il y a pas mal de sujets. Hein. Tu me dis aussi à quel moment tu veux que je réponde à la question de la différence entre la vente et la négociation. Si je répondrai à la fin, si tu veux, au début, en intro. Je te laisse me closer quand tu veux. Ben, on y répondra à la fin. Ok, on garde ça pour après. Savoir dire non. Savoir dire non, pour moi, c'est vrai que c'est le levier que personne réellement nous explique pour réussir à vendre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'encore aujourd'hui, moi j'accompagne quasiment une trentaine de forces de vente en ce moment, depuis les derniers mois, et je remarque que ceux qui cartonnent le plus en ce moment, ceux qui font leurs objectifs x2 ou x3, ce sont ceux qui arrivent à mettre en œuvre ce que je leur dis, c'est-à-dire sois le premier à dire non. Ne sois jamais le deuxième à dire non face à tes prospects, face à tes clients. Je pense à Maxime là en ce moment sur Marseille, je pense à Jade sur Bordeaux, je pense à des personnalités, ou je pense à Georgia sur Belfort en ce moment parce que j'interviens vraiment sur plusieurs villes et donc culturellement, localement, il y a différentes cultures et en gros il y a un dénominateur commun, une sorte de colonne vertébrale, comme on dit backbone dans le monde anglophone, c'est le premier qui dit non, c'est celui qui inspire le plus confiance. Alors tu dis non à quoi? C'est intéressant parce que tu vois, dans l'inconscient collectif, le vendeur ou encore plus le négociateur, c'est la personne qui ne doit jamais dire non. Je suis pas forcément d'accord là-dessus, mais tu dis non à quoi? Tu dis non à l'autre, tu dis non à toi, parce que pourtant j'ai envie de te vendre quelque chose. Pourquoi je te dirais non alors que c'est moi qui ai la démarche de te vendre? C'est the good question. Alors, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible pour tout le monde. Ah oui, surtout pour moi. Alors c'est vrai que dans l'art de la vente, dès le début, quand j'ai commencé ma carrière, les gens me disaient « Waouh, t'as un taux de closing qui est assez bluffant, Rafi, tu signes tout type de population. » Donc très rapidement, depuis 22 ans, on m'a étiqueté le mot closing. On me disait Rafi, c'est un closer, Rafi, close vite. » Donc je commençais à me passionner sur ce mot du closing. Et au bout d'un moment, quand les gens venaient voir mes rendez-vous pour analyser, m'observer, analyser, essayer de comprendre, très rapidement, ils se rendaient compte que pour faire du closing, je faisais beaucoup d'opening. Donc, c'est-à-dire que pour réussir à conclure facilement à la fin du rendez-vous, je passais ma vie, mon temps de rendez-vous, essentiellement à 80% sur poser des questions ouvertes, me taire, créer mes silences, écouter avec beaucoup de profondeur et de densité les gens. Ça, c'était la première dimension. Deuxième dimension. Donc une vraie volonté de comprendre, de créer du lien dans un premier temps, c'est ça? À mort, exactement. Okay. C'était mon obsession, c'était de comprendre les gens. D'abord, je voulais être sûr que j'avais réussi à comprendre les gens et que les gens étaient d'accord que je les avais compris. Ah, ok. Donc tu voulais les comprendre, mais tu voulais aussi qu'ils aient la perception d'avoir été compris. Exactement. Ce qui sont deux choses totalement différentes. Oui, ça, on est d'accord. Oui. Souvent, les gens pensent comprendre, mais ils n'ont pas validé qu'ils se sont sentis compris en face. Donc, et ça va permettre de créer cette relation de confiance. Ça sert à rien. Et ça, toi et moi, on peut en parler aussi dans les relations de couple, souvent on pense avoir compris, je pense avoir compris ma femme, mais elle se sent pas comprise. Donc c'est bien que j'ai pas closé quelque chose avec ma femme. Ah,
C'est vraiment génial. Et tu vois, je pense à ça parce que j'ai eu un des premiers managers quand j'étais jeune qui est parti aux États-Unis épouser une américaine. Et donc, l'anglais, c'était pas sa langue maternelle. Et très régulièrement, quand il s'embrouillait avec sa femme, il avait vraiment cette volonté d'être compris et parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et très régulièrement, il y avait cette phrase de "Do you see what I mean" ou et qu'on n'a pas l'habitude de se dire entre Français, entre personnes de la même culture, ce que je veux dire, parce on part du postulat que ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, ce que l'autre a entendu, compris, retenu, bah, c'est la même chose et qu'il n'y a pas de déperdition. Or, bah, tu le sais mieux que moi, c'est que dans la négo ou dans la vente, généralement, il y a beaucoup de déperdition et on fait pas toujours l'effort de checker que l'autre a compris le début du message. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Exactement. Mon obsession, en gros, comme j'étais très, très, très complexé quand j'ai commencé ma carrière, d'être pas compétent. Donc, j'avais une obsession d'être compétent. Donc, je passais mon temps à poser beaucoup de questions. Je passais beaucoup de temps à dire « je ne comprends pas » ou « je ne sais pas de quoi vous parlez, donc racontez-moi ». Par exemple, je me souviendrai très bien, un de mes 6 premiers rendez-vous, je crois, mon 6e rendez-vous dans ma carrière, c'était un monsieur qui s'est installé devant moi, il s'appelait Bernard, je crois, à Place de l'Opéra. Et il m'a dit « je suis le numéro 3 de la COB ». Et moi, comme j'étais vraiment complexé, j'ai dit d'accord, très bien, mais c'est quoi la COB? Il m'a dit c'est la commission des opérations bourse. J'ai dit d'accord, et ça consiste en quoi la commission des opérations de bourse? Il dit vous connaissez pas? Je dis bah non, je suis désolé, j'ai 21 ans, je suis un littéraire, je comprends pas. Et là, il s'est mis à m'expliquer tout son métier. Et à la fin, c'était un one shot, il a signé. Hein. Mais ce que j'ai compris, c'est que d'abord, je devais être de manière honnête, sincère et transparente, montrer que je voulais comprendre et être capable de dire que j'avais pas compris et être capable de dire que je ne connais rien dans son domaine. Et finalement, les gens m'ont dit il faut pas que tu montres que tu sais, que tu ne connais pas, que tu ne sais pas pour être crédible. Et je me suis rendu compte que je construisais ma crédibilité en montrant que je ne savais pas ou que je ne comprenais pas parce que ça me faisait poser beaucoup de questions et les gens m'enseignaient et cet enseignement faisait que je réagissais, j'interagissais et donc on construisait un vrai lien très profond. Ouais, c'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Les gens comprennent pas. En fait, ils ont l'impression de poser des questions. Ça nous renvoie d'une certaine manière à l'école. C'est la personne qui sait pas, qui s'expose au groupe, qui fait qu'on finit plus tard, qui fait que et donc on n'ose pas poser des questions. Et je pense que généralement, c'est pas que ton métier tu le connais, ton expertise métier bien évidemment que tu la connais. Donc tu peux pas dire que tu ne sais pas, sauf si vraiment tu es sur des produits très complexes et tu peux sur ton rôle de sales mettre des avant-ventes, du contract, du juridique dedans. Mais c'est de dire qu'on connaît pas l'environnement de son client, la façon dont ça fonctionne. Et le pire, je pense, c'est d'avoir des biais ou des suppositions, penser qu'on connaît, ne pas faire le travail pour lequel on est payé, qui est quand même de collecter une information de qualité et de créer un pipe qui repose sur une information bancale et ne pas closer parce qu'on se disait putain, j'étais persuadé qu'il voulait ça. Mais peut-être pas du tout. Exactement. Et plus tu vas sur des appels d'offres complexes et plus tu sais qu'en plus c'est même pas eux qui ont rédigé l'appel d'offres. C'est peut-être les achats, c'est peut-être un cabinet de conseil indépendant et donc le besoin tel qu'il est retranscrit, il correspond ni au métier, ni au sponsor, ni au juridique. Et donc non, c'est génial ce que tu dis, c'est que il faut avoir cette volonté de comprendre. Et au contraire, dire qu'on ne sait pas, c'est génial parce qu'en plus, l'autre va parler d'un sujet qu'il maîtrise le mieux et qu'il affectionne, c'est-à-dire lui et son environnement. Exactement. Et ce dont je me suis rendu compte dès cette première année, c'est que la plupart des gens qui venaient rencontrer un commercial, c'est-à-dire moi, venaient avec des curseurs de méfiance et de vigilance assez élevés. Et donc, finalement, mon premier devoir n'était pas donc de vendre, mon premier devoir était de faire baisser ce curseur de méfiance et de vigilance et augmenter à la place un curseur de confiance. Et le seul moyen de faire baisser le curseur vigilance, méfiance et augmenter le curseur confiance, c'était créer un vrai lien. Et le seul moyen de créer un vrai lien, c'est d'écouter pour comprendre et pas d'écouter pour répondre. Bon, rien à dire. Donc c'était en gros de travail. Passer une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. Tu sécrètes de l'ocytocine, hormone de la confiance, tout simplement. Et je suis pas très très bon en physiologie ou en... Non, mais c'est exactement ça. C'est passionnant, Rafi. Donc première étape, opening, question ouverte, volonté d'aller plus loin, d'aller chercher de l'information, de créer de la confiance. T'as toujours pas dit non à ce moment-là. Exactement, parce que pour répondre à ta question, en gros, je vais faire la métaphore du jardinier qui doit planter une plante. En gros, imaginons qu'on est tous des jardiniers
Notre produit ou notre service, ou notre vente, notre action de closing, c'est une plante qu'on doit planter, mais pour la planter, il faut être sûr que le terreau soit bon. Et le terreau, c'est construire la confiance. Et cette confiance, elle demande cette phase d'opening. Mais une fois que tu as fini cet opening, ce terreau, tu l'aères, tu mets de l'air dedans, tu mets tout ce qu'il faut comme nutriments. Une fois que c'est prêt, tu peux attaquer donc ton action de vente. Et l'action de vente, moi, je l'ai subdivisée dans un mot maintenant qui est utilisé dans le monde francophone, en closing, en processus de closing. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que ce qu'on appelle le closing, je l'ai subdivisé en 10 mini-closing. Donc, intéressant. Ça veut dire que pour toi, le closing, c'est vraiment c'est quand tu as créé la dynamique de confiance, à partir du moment où tu bascules dans ce schéma de vente, c'est pour toi cette notion de closing, c'est ça, hein? Exactement. Ok, intéressant. Oui, donc en fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à planter la plante dans le terreau que j'ai façonné, et il y a 10 gestes de jardinier pour que la plante soit bien plantée. Et ces 10 gestes, moi je les ai baptisés les 10 mini-closing. Donc ma méthode à moi s'appelle 10 steps. 10 steps parce que j'ai essentiellement évolué dans un monde anglophone, anglo-saxon, donc j'utilise beaucoup de termes anglophones dans ma pédagogie. Et ces 10 steps, c'est 10 oui à obtenir. Mais pour obtenir ces 10 oui, il faut être capable de potentiellement dire 10 fois non en premier. Bon, là, tu nous aguiches. Tu es obligé de nous dire ce qu'il y a dans ces 10 étapes, Rafi. Alors, toujours en rigolant, en faisant des blagues, parce que les blagues, je pense que l'humour fait passer toujours les messages plus rapidement. Quand j'ai rencontré ma femme il y a 18 ans, je vais pas faire Colombo, mais c'est un peu pareil, hein. Peut-être qu'elle était intéressée par moi, c'est possible. Peut-être que j'étais intéressé par elle, ça c'est sûr. Mais je pense que cette capacité à être celui qui dit non en premier, à un moment où l'autre a une méfiance envers nous, crée de la confiance. Si la jolie fille que j'ai rencontrée il y a 18 ans, elle pensait que je voulais juste me vendre, sa vigilance est trop élevée. Elle pense que je veux me vendre, que dans mon intérêt. Donc être capable de dire non régulièrement à certains moments. T'as envie de voir tel film? Non, tel film ça me plaît pas. T'as envie de bouffer dans tel resto? Non, moi je préfère ça. Il faut être capable de dire ces non pour créer de la vraie confiance profonde. D'accord, donc en fait, quand tu te dis non, tu te dis oui à toi-même. Donc tu te respectes, et parce que tu te respectes, l'autre va être amené à te respecter. T'es pas prêt à tout pour vendre. Ça ne sent pas la personne qui est fausse. Exactement. Donc, quand tu dis dire non, c'est être sincère dans le processus, c'est ça? C'est exactement ça. Être sincère, honnête et transparent. Avec soi. Ok, intéressant. Avec soi pour l'autre. C'est ça qui est génial. Parce que si tu veux que je te rende heureuse, ma chérie, il faut que je sois capable de te dire non pour pouvoir t'emmener sur ce qui est bien pour toi, donc pour moi, pour nous. Et en gros, c'est un nous. La vente, pour moi, c'est une action où on construit un nous. On construit un partenariat. Donc, je peux pas faire n'importe quoi avec votre confiance. Parce que souvent, les clients ne sont pas les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux. C'est comme un médecin. Quand il voit un patient débarquer avec l'automédication en disant « Docteur, donnez-moi du Doliprane, donnez-moi du Dafalgan », le médecin qui dit « Oui, allez, je vous en prescris pour 3 mois », c'est un mauvais médecin, c'est un charlatan. Donc moi, très très jeune, je me suis aperçu que la plupart des gens qui venaient devant nous pour être curieux sur notre prestation de service, ils n'étaient pas compétents pour savoir ce qui était bon pour eux. Ils demandaient tout et n'importe quoi. Et donc moi, je passais mon temps à dire « Non, si vous faites ça, ça va pas être possible ». Et donc, je passais mon temps à éduquer mes clients. Et donc, plus je disais non, plus les gens signaient. D'accord. C'est ça la grande différence. Ton sujet, c'est pas de donner ce qu'ils veulent, c'est vraiment de leur donner ce dont ils ont besoin. Et toi, tu dis, moi, mon expertise, parce qu'effectivement, vous avez votre expertise métier, mais moi, sur ce sujet-là, ça fait X dizaines de structures que j'accompagne, et je peux vous dire que ça marchera ou ça marchera moins bien. Ouais. Être prêt à perdre le client à chaque instant du moment pour lui faire comprendre que ce qui est bon pour lui, c'est pas ce qu'il pense. Et donc, plus on dit non, plus les gens se rendent compte que nous sommes la bonne personne pour les accompagner. Parce qu'ils ne sont pas habitués à entendre une personne qui, soi-disant, est un commercial, qui dit si souvent non, en si peu de temps. Ils ne sont pas habitués. Donc, leur curseur méfiance, vigilance chute, leur curseur confiance augmente. Et le pire, c'est que c'est sincère et c'est honnête. Donc, nous, on est bien dans nos baskets tous les jours. C'est ça, c'est dans l'intérêt de ton client. C'est parce que... ok.
C'est passionnant. Alors avant de rentrer sur ces 10 étapes de closing, il y a quelque chose que tu as dit qui est intéressant. Mais prêt à perdre le client, j'ai envie de te dire, ok, mais tu le sais très bien, il y a, les commerciaux, ils sont payés avec un fixe et un variable qui est souvent conséquent. Et puis ils se disent qu'ils peuvent pas le perdre ce client parce qu'ils ont beaucoup de pression, parce qu'on leur demande un closing sur le pipe, sur le quarter qui est important, parce qu'ils ont peut-être fait un quarter avant qui était moins bon. Et comment sortir, c'est intellectuellement, je pense, de se dire, bah c'est pas important. J'ai envie de closer, mais c'est pas important parce que comme tu le disais, ceux qui closent le mieux, en fait après ils marchent sur l'eau. Avant la fin de l'année, ils ont fini leur quarter ou leurs années, et puis on comprend pas, ils closent encore plus, peut-être parce que c'est pas important. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce piège des objectifs, de la pression managériale et tout ça, Rafi? Ça c'est une super bonne question qu'il a fallu résoudre dès le début. Je me suis rendu compte que les 3 fois où j'ai foiré mon chiffre d'affaires, l'atteinte de mes objectifs, c'était dans ma carrière, c'était le moment où j'ai acheté mon appart et j'ai quitté mes parents. Je devais payer les charges. J'ai foiré ce mois-là. La deuxième fois où j'ai foiré mon mois, c'était le mois où ma grande est née il y a 16 ans. Elle est née, il y avait beaucoup de frais, beaucoup de dépenses. J'étais stressé parce que j'allais devenir papa et j'ai foiré mon mois. Et il y a une 3e fois aussi, j'avais d'énormes dépenses par rapport au chantier de rénovation de ma maison. Et donc, au fur et à mesure, pour répondre à cette question, c'est un commercial vraiment qui veut être bon, qui veut vraiment être un vrai performeur. Il doit travailler comme un sportif de très haut niveau. Il doit faire de la préparation mentale. Ça me plaît. Dis-moi. C'est une discipline mentale, c'est de l'hygiène mentale. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que toi, moi, tout le monde appelle alors il y en a qui vont dire le mindset. Moi, j'appelle ça le dialogue interne. Maîtriser son dialogue interne. Maîtriser l'art du lâcher prise. Voilà. C'est pas parce que on prend le plus grand athlète, on prend un Teddy Riner, on prend un Usain Bolt, on prend n'importe qui. C'est pas parce qu'il a peur de pas avoir la médaille d'or qu'il va réussir. La peur ne mène pas à la performance. C'est l'équilibre, comme dirait Maître Yoda, c'est l'équilibre des forces qui mène à la performance continue. Je sais pas si c'est assez concret ce que je dis, mais parce que j'ai des références très pop culture, vu ma génération, vu notre génération, toi et moi. C'est le juste équilibre entre la peur de pas y arriver et la confiance et la certitude d'y arriver. C'est le juste équilibre. C'est-à-dire que tous les matins, je sais que je vais signer quelqu'un. Moi, à l'époque, je me souviens, je disais one a day. Dans ma tête, je m'étais programmé comme un sportif de très haut niveau parce que j'avais été entraîné par mon directeur Europe, qui était lui-même un médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Barcelone. Donc, mon grand patron m'avait façonné dès le plus jeune âge. Il m'a dit, écoute, moi, je suis un sportif de très haut niveau à la base. Rafi, c'est très important que tu aies un objectif quotidien dans ta tête. Donc, j'étais un gosse de 21 ans. Il m'a dit, one a day, programme one a day, un client par jour. Et moi, je venais avec cette certitude pourquoi? Parce que mon patron, qui avait 25 ans d'expérience de plus que moi, lui-même m'avait dit que ça marchait pour lui. Donc, je me suis dit, si ça marche pour lui, pourquoi pas pour moi? Et donc, je venais tous les matins en me disant, je vais contacter tant de personnes, je vais faire tant de rendez-vous et je vais faire tant de signatures et donc tant de chiffre d'affaires. Et je ne pars pas de ce soir tant que je ne pars pas d'ici tant que j'ai pas un contrat déclaré dans mes stats avant de partir. Génial. Et à chaque fois que j'avais peur, que j'ai eu peur, j'ai foiré. Ah ouais, je comprends. Alors, je vais donner une anecdote. C'est de la discipline. Alors c'est intéressant parce que le parallèle avec le sportif de haut niveau, moi je l'utilise énormément. Je dis que tu vois, dans la performance, dans la négo, dans quel que soit le métier, il y a 3 choses à prendre en considération. Il y a le mindset, comme un sportif de haut niveau. Il y a l'entraînement physique, comme un sportif de haut niveau. Et il y a la globalité. Et en fait, le mindset, c'est ce que tu viens de dire. C'est Teddy Riner, tu parlais, qui est accompagné depuis de nombreuses années par une psychologue sur vraiment cette préparation mentale, et c'est plus à démontrer tout ce qui est technique d'optimisation de potentiel qui sont utilisées par les forces spéciales ou par les sportifs de haut niveau, ça fonctionne. La partie physique, j'ai toujours été persuadé que pour réussir dans nos métiers, il fallait une bonne hygiène de vie. Alors sans être un ayatollah du sport, mais c'est-à-dire faire du sport quand même régulièrement pour le cerveau, faire attention à son régime alimentaire parce que sinon t'es fatigué, sinon t'es moins bien. Et donc être présent corporellement comme un sportif de niveau et mentalement, c'était intéressant. Et après, mon troisième, c'est la globalité, c'était de dire quel sportif de haut niveau n'a jamais été coaché. Ça n'existe pas. Moi, j'en connais aucun.
Et donc, une fois qu'on a les routines intellectuelles et physiques, il faut avoir une sorte de mentor d'une personne qui va nous accompagner à s'entraîner, à faire nos gammes. Parce que les gens apprennent les métiers, mais ne s'entraînent pas. Il n'y a que les forces spéciales ou les sportifs qui s'entraînent régulièrement avant le bac. Mais moi, j'en connais pas beaucoup de commerciaux qui s'entraînent. Et donc, tu vois, c'était les 3 dimensions pour moi avec le sport de haut niveau. C'est modification de son état d'esprit, modification de ses aptitudes comportementales et modification de la globalité avec un coach. Donc non, c'est génial. Mais c'est ça, c'est-à-dire que très rapidement, je comprends que mon patron est un sportif de très haut niveau. Tu m'as dit faire tes gammes. Moi, je résonne tout de suite avec ce discours. J'ai pas été un grand sportif, mais ma passion c'était le basket quand j'étais jeune. Par contre, quand mon patron Nick se met à me parler, il me parle d'entraînement et de répétition. Et moi, comme je suis un fanat de musique et j'ai toujours fait de la musique depuis tout petit, je répétais quasiment 4-6 heures par jour depuis l'âge de 15 ans avec mon groupe. On faisait beaucoup de scènes et ça résonne pour moi et je me dis donc en gros c'est la même discipline physique de répétition du geste commercial et la même discipline mentale, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de monter sur scène. Il faut pas avoir peur de se prendre des tomates quand tu montes sur scène. Sure. Parce que si tu as peur de te prendre des tomates et de te faire huer, moi je me souviens, avec mes copains, j'avais le jour du concert la moitié de mon groupe qui disait on va se faire huer, ma voix elle va pas passer, si nous insultent et ils nous demandent de sortir de scène, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, dès le plus jeune âge, à 15 ans, je me retrouvais en train de motiver mes copains, en train de dire tout va bien se passer. Regardez, les filles elles vont hurler vos prénoms, vous allez voir. Il y a même des soutiens-gorge qui vont voler sur nos micros. Donc, dès le plus jeune âge, je me suis mis à motiver mes gars en les faisant visualiser que de la réussite qui les touchait. Celui qui avait besoin de séduire des femmes, je lui parlais de ça. Celui qui avait besoin de montrer que sa voix était la plus belle. Bref, je me mettais à dialoguer. En gros, des années plus tard, j'ai un copain qui s'appelle Laurent. On a un ami en commun qu'on a, Laurent Beretta, qui m'a dit mais Rafi, je sais pas si tu te rends compte, mais tu fais de l'auto-hypnose et de l'hypnose tout le temps, toi. Laurent qui est une personne fantastique, génial. Voilà. Exactement. On va l'avoir en invité, un magicien connu mondialement, qui a eu les mandrakes d'or. Et puis belle personne. Un grand monsieur. Exactement, un grand monsieur. Salut. Et on s'est connus des années plus tard et c'était mon client. C'était devenu mon client et un jour il m'a dit mais je sais pas si tu t'en rends compte, tu as déjà fait de l'hypnose? Je dis non. Je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes et je parle beaucoup au niveau émotionnel. Je parle plus au cerveau limbique qu'au cerveau cortex préfrontal dans mon cas à moi. Ouais. Donc, je parle beaucoup plus aux émotions des gens naturellement depuis tout petit parce que je suis un artiste pur et dur. Donc, j'aime bien faire frissonner les gens. Et donc, quand on cherche à faire frissonner les gens, on parle tout de suite au niveau émotionnel. Et donc, la discipline mentale, la préparation mentale ou ce qu'on appelle entraîner son lâcher-prise, c'est une question de discipline, de maîtriser son dialogue interne pour que son cerveau pense ce qu'il doit penser, ressente ce qu'il doit ressentir avant de devoir performer. Donc ça passe par la visualisation, ça passe par tous les éveils des sens et ce qu'on appelle l'équilibre de la confiance, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a peur qu'on va réussir. C'est pas parce qu'on a confiance et qu'on n'est pas vigilant qu'on va réussir. C'est le juste équilibre entre la vigilance que la peur crée et la certitude qu'on va quand même réussir à la fin sans être trop arrogant. Non, écoute, c'est pas sur nous là dans la négociation comme source de pouvoir. C'est pas le sujet du podcast, mais c'est de se dire, moi je te le fais très rapidement, c'est qu'est-ce que tu contrôles dans le processus de vente. Tu peux pas contrôler l'autre, tu peux pas contrôler qu'ils te disent oui. Donc pourquoi tu te mettrais la pression sur quelque chose que tu contrôles pas? Puisque ça dépend pas de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, tu dois être extrêmement motivé à avoir ton deal, travailler, motivé, discipline, mais ça doit pas être important parce que plus c'est important, c'est un terme anglo-saxon que tu comprendras bien, qui est plus t'es neediness, plus t'es dans le besoin. Et quand t'es dans le besoin, t'es prêt à accepter des compromis plus facilement, t'es prêt à poser moins de questions parce que t'as pas envie de vexer l'autre ou t'as pas envie de lui dire que tu sais pas. T'es moins bon en fait. T'es prêt à t'asseoir sur beaucoup plus de choses, donc tu dois te respecter, tu dois respecter l'autre et tu dois être la meilleure version de toi-même. Et vu que l'accord ne dépend pas de toi, tu dois créer les conditions les plus favorables pour ça, mais être extrêmement motivé, mais pas que ça soit important. Donc non, ce que tu me dis sur une approche un peu différente, avec peut-être des mots différents, mais elle fait sens pour nous. Mais je peux vraiment l'illustrer avec un vrai exemple concret du terrain. Pour que avec grand plaisir, dis-moi. Tous. À la fin de ma première année de vente, on m'a remis un award dans ma boîte pour me dire voilà que j'étais
que j'avais battu le record historique de la boîte et j'étais super touché et on m'avait célébré avec tous les collègues et c'était génial. Et donc, la semaine qui a suivi, donc c'était la semaine du 1er février 2001, je me souviens, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Ce qui m'était jamais arrivé chaque journée de ma vie. Hein. Je faisais toujours un chiffre d'affaires par jour. Mais au bout d'une semaine, j'avais fait 0. Donc, à la réunion du vendredi, j'arrive et on me dit, voilà, Rafi, t'as fait 0. Ça fait 5 jours d'affilée que t'as pas signé. Je dis, ouais, je sais pas ce qui se passe. La deuxième semaine, j'ai fait 0. La troisième semaine, j'ai fait 0. Donc, j'ai beaucoup appris sur moi en février 2001. C'est que je venais de passer les 11, 12, 13 premiers mois de ma vie, de ma carrière, à cartonner tous les mois. Et là, il y avait un phénomène physiologique, psychique qui avait changé chez moi. Là, à l'époque, j'avais pas la maturité pour dire ça comme ça. Hein. En tout cas, le constat, c'est que je faisais 0. Et je me souviendrai toute ma vie, ma manager, Séverine, m'attrape devant tout le monde en réunion. Elle me dit, écoute, t'as foiré ton mois, laisse tomber, commence à construire ton mois de mars. Laisse tomber. Détends-toi, commence à construire ton mois de mars. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Et moi, je suis sorti de cette réunion ultra vexé. Parce que je suis quelqu'un de très fier et très orgueilleux. Ça fait partie de mes caractéristiques. Et donc, je suis sorti très énervé contre moi-même, contre ma manager qui ne croyait plus en moi. Donc, j'ai appelé ma petite amie. J'ai passé un coup de fil à ma petite amie qui bossait, on bossait ensemble, on faisait le même métier. Hein. Et je lui dis, elle me dit oui, qu'est-ce qui se passe, chou? Et je lui dis, bah écoute, je suis énervé parce que elle vient de me dire que le mois il est foiré, que j'ai foiré mon mois alors qu'il reste une semaine. Il reste une semaine. Et elle me dit, bah elle a raison. Elle me répond, elle a raison. Je dis, comment ça, elle a raison? Je dis, je suis pas d'accord. Et c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir du mental humain. Ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'un être humain était capable de faire. Elle dit, non mais laisse tomber, elle a raison. Je dis, mais de quoi tu me parles? Elle me dit, bah elle a raison, tu peux pas faire le chiffre d'affaires d'un mois en une semaine. Et je dis, écoute, je travaille comme un malade, je plante mes graines, donc quoi qu'il arrive, je vais les récolter. Et puis je suis capable de faire des one-shots, je suis capable de faire du B2B, du B2C, enfin je vais y arriver. Mais je n'abandonne pas, je n'ai jamais foiré un mois, je ne vais pas commencer maintenant, c'est pas possible. Et donc là, c'est ma copine qui commence à m'énerver. Et je vois que là, je cultive quand même beaucoup de colère à ce moment-là. Des années plus tard, je m'en suis rendu compte. Hein. Donc, une énergie qui permet de faire avancer les choses aussi. Exactement. Donc, je cultive la colère. Et là, elle voit que je suis très sûr de moi. Elle voit que je n'abandonne pas. Elle me dit, et c'est une fille très, très pudique, je précise. Et elle me dit, tu sais quoi? Si vraiment tu as raison, elle me dit, si vraiment tu arrives à obtenir le target du mois en une semaine, elle me dit, je te fais un striptease. Et c'est une fille très, très pudique, je précise. Hein. C'était inconcevable qu'elle puisse faire ça. Et je lui dis, bah, chiche. Et là, il y a un challenge qui se crée dans mon cerveau, un défi. Et le pire, c'est que je visualise ce challenge. C'est pour parler de préparation mentale que je vous parle de ça, hein, pour partager vraiment un truc concret. Parce que chacun a sa source de motivation, mais je comprends. Ouais. Exactement. Et à ce moment-là, il se met un truc dans mon cerveau, c'est que mes peurs et ma colère se transforment en envie et en visualisation très positive. Et en une semaine, j'ai atteint le target du mois. La dernière heure du mois, j'ai signé le dernier deal. Elle était obligée de faire quelque chose qu'elle n'aura jamais fait, je vous le dire à tous. Hein. Mais j'ai dû transformer mes frustrations, mes peurs quotidiennes, c'est-à-dire que je me sentais coupable de ne pas y arriver tous les jours qui passaient, et plus je me sentais coupable, et plus j'avais peur de ne pas gagner ma paye à la fin du mois, plus moi je signais. Et ce jour-là, j'ai su prendre le contrôle de mon esprit et de visualiser autre chose que mes échecs, visualiser autre chose que mes peurs et que ma colère. Et j'ai commencé à visualiser un défi de striptease dans une semaine. Et bizarrement, en une semaine, c'est vraiment intéressant. Ce que tu dis, c'est que ces émotions de frustration, de colère, de peur, elles sont forcément légitimes. Ce qui nous permet de performer sur des négociations plus commerciales, c'est cette capacité qu'on va avoir à transformer cette énergie qui nous mobilise, pas dans le meilleur sens, mais dans une énergie de création, d'audace, d'opportunité. C'est ça, hein? Exactement. Il faut une attraction, il faut une comète qui nous tire en avant et une comète qui nous... alors pour certaines personnes qui vous challenge, comme vu ma personnalité à moi, mais ça peut être une comète qui vous fait rêver. Pour d'autres, ça peut être une comète qui vous permet de sécuriser les gens que vous aimez. Mais en tout cas, chacun a besoin d'une comète qui le tracte pour l'empêcher de penser à des choses qui cultivent des émotions de type frustration, de type colère, de type tristesse. Parce que ces émotions-là génèrent des comportements et des ondes électriques avec les gens qui font que les gens se méfient de nous. Ah, on est d'accord. C'est ça que j'ai découvert dans cette expérience de ma deuxième année. C'est que le fait que j'étais devenu le meilleur de la boîte reconnu par tout le monde, je m'étais mis une certaine pression
Cette pression m'avait fait me comporter différemment. Donc, j'ai essayé de faire des rendez-vous beaucoup plus propres, beaucoup plus professionnels, parce que j'étais beaucoup visité en rendez-vous par les autres. Et donc, je voulais montrer aux autres le bon exemple. Et c'est là où je me suis mis à réfléchir, à intellectualiser mes gestes commerciaux, et je commençais à foirer tous mes rendez-vous. Et après, comme je foirais, je pensais à ma paye, et plus je pensais à ma paye, moins je réussissais. Et donc, le lâcher prise. T'étais plus dans une volonté de show off et de montrer que tu savais aux autres, mais pas à ton client. T'en oubliais ton client. Exactement. Peut-être en tout cas, et c'est sûrement ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être 2-3 étapes de ton closing sur cette notion de savoir oser dire non, maintenant qu'on a bien compris cette notion de mindset, comment est-ce qu'on transforme l'énergie? Est-ce que tu peux nous partager 2-3 tips qui pour toi sont importants? Ça peut être au tout début, ça peut être sur la fin. Enfin, je te laisse. Bien sûr, je t'en prie. Évidemment, les 2 autres thématiques dont on vient de parler, c'est plutôt, ça peut paraître abstrait, mais là, on va rentrer dans du concret, pragmatique. Donc, si on prend le processus du closing, peu importe le métier de vente ou de négociation que vous faites, on peut subdiviser selon ce que vous avez à commercialiser. On peut subdiviser en 10 oui à obtenir. Dans ces 10 oui, on va dire que le oui le plus demandé, c'est sur le budget. La plupart des commerciaux me disent Rafi, comment tu arrives à closer le budget? Pour certains commerciaux qui nous écoutent. Connaître une enveloppe, c'est ça, de ton client. Exactement. L'enveloppe budgétaire sur laquelle il est prêt à investir pour qu'on puisse travailler ensemble. Je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais il faut être le premier à être capable de dire non. Exemple concret, si on sait très bien que une fois qu'on a tout découvert, on se rend compte que son enjeu représente une enveloppe de 500 000 euros, ou de 5 000 euros, ou de 50 000 euros, peu importe, ça n'a aucune importance. Il faut être le premier capable de dire, déjà de poser la question, quelle est l'enveloppe budgétaire que vous avez prévue? Premièrement. La personne va 100% du temps répondre, écoutez, ça c'est pas à moi de vous le dire, à vous de me faire votre proposition déjà. Et on verra après. Donc le jeu de l'achat et de la négociation, c'est toujours comme ça. Le jeu de la vente et de l'achat, c'est toujours comme ça. Donc il faut une succession d'art du questionnement pour passer de quel est le budget que vous avez prévu? Ah oui, je vois que vous n'avez pas prévu, et c'est normal. Donc je vous donne une indication, je vous éduque avec une fourchette pour vous dire que ce que vous me demandez, pour répondre à vos enjeux, ça va représenter entre 400 000 et peut-être 700 000 euros. Mais il faut avoir le courage de donner les infos qui permettent à la personne de se positionner. Et la personne à ce moment-là peut dire « Ah non, moi j'ai prévu 50 000 ». Et donc, il faut avoir le courage d'entendre cette phrase-là et il faut avoir le courage de dire « Dans ce cas-là, je ne pourrai pas vous aider. Non, je suis désolé, mais vu ce que vous me demandez, au vu de vos enjeux, Monsieur Pelabert, et au vu de vos ambitions, au vu de votre projet qui est juste passionnant, ce que vous me demandez, c'est impossible. » Et il faut être le premier à prononcer le mot « impossible ». Intéressant. Et le plus important, c'est de placer le silence qui suit derrière. Donc à vitesse réelle, ça donne quelque chose comme « Quel est le budget que vous avez prévu ?» J'aurais bien aimé, là pour 50 000 euros, monsieur Mohamed. Écoutez, très bien. Alors, monsieur Pelabert, pour être très honnête avec vous, au vu de l'expérience que tous les deux on a, malheureusement, je vais vraiment, au vu de vos ambitions, au vu de votre projet qui est vraiment superbe, je vois pas comment je vais pouvoir vous aider. Je suis vraiment désolé. Enfin, c'est-à-dire, on a des concurrents qui nous ont dit qu'à 50 000 c'était faisable. Vous pouvez pas le faire, vous ? Alors, sincèrement, si vous connaissez une personne qui est capable de vous emmener au résultat que vous demandez avec le contexte et l'environnement que vous avez aujourd'hui, je serai le premier à signer avec lui. Intéressant. Oui, ok, ça veut dire que si tu as ce type de problématique, c'est pourquoi est-ce que tu le choisis pas? S'il te le fait à ce prix-là, pourquoi tu me fais appel à moi? Tout en permettant à l'autre de sauver la face. Ça, c'est aussi très important. Dans la manière de dire non, on doit avoir un non bienveillant qui permet toujours à l'autre de sauver la face. Là, ça devient intéressant. Ok, c'est-à-dire que ton non ne ferme pas la porte. Le non est vraiment ta capacité à faire preuve d'assertivité tout en respectant l'autre et en lui ouvrant un champ des possibles pour qu'il puisse revenir en arrière, qu'il se sente pas vexé ou quoi que ce soit, qui serait une erreur. Exactement. Donc, c'est là où le mot magique, c'est le mot aider. C'est-à-dire que je suis désolé, je ne vais vraiment pas pouvoir vous aider. C'est une manière de dire non, mais qui est une manière spécifique.
Et quand la personne va, très souvent, 100% des clients disent, bah, je comprends pas. En gros, ils font exactement ce que tu viens de faire, Julien. Ils disent, bah, je comprends pas. Et très souvent, en culture B2B ou même B2C, les gens nous donnent une référence, un référentiel. Ils nous disent, bah, attendez, j'ai vu X, Y et Z qui me disent que c'est possible. Donc, je leur dis, bah, ok, si vrai. Et là, je rappelle le point de départ et le point d'arrivée. Donc, au vu de vos compétences actuelles. Donc, dans mon cas, je forme des gens en performance commerciale. Oui. Compétences, périmètre, complexité, organisationnelle. Okay. Mais ça peut être des trucs ultra pointus et technologiques comme commercialiser une centrale nucléaire, un Airbus ou par exemple des solutions ultra technologiques. Hein. Au vu de votre environnement et de votre contexte actuel, Monsieur Pelabert, et au vu de vos ambitions, si jamais quelqu'un vous dit que c'est possible avec cette enveloppe budgétaire, je serai moi-même le premier à devenir son client. Cette phrase-là, c'est une phrase qui éduque le client. C'est-à-dire que ça crée une forme de doute, une forme de je pars d'une perception A et la personne en face me dit non en premier. Déjà, le commercial qui dit non en premier, ça brise un paradigme dans la tête des gens. Ils s'y attendent pas. Donc, c'est la surprise. Et cette surprise fait que ça perturbe, ça crée une sorte de mouvement comme ça qui est très intéressant humainement. Les gens disent, bah, attends, je comprends pas. Mais ils disent qu'ils font ça à 50 000 euros. Ah bah écoutez, dans ce cas-là, bah, je comprendrai. Hein. C'est comme emmène-moi faire le tour du monde si tu veux sortir avec moi. Ah, je suis désolé, mais là, ma chérie, je vais pas pouvoir t'aider. Voilà, moi, le tour du monde, au vu de ton planning, au vu de ton agenda, au vu de tes contraintes, c'est pas possible. Ah, pourtant, j'ai Julien qui m'a dit que lui était capable de me faire le tour du monde. Dans ce cas-là, sors avec Julien, ma chérie. Sors avec Julien. Vas-y, fonce avec lui. Et moi-même, je sortirai avec Julien. Tu redonnes du libre arbitre à l'autre et c'est rassurant d'une certaine manière de l'exprimer de cette manière pour lui. Exactement. C'est de la vraie bienveillance. C'est du vrai altruisme. C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à voir de l'altruisme, du détachement et du lâcher-prise chez les commerciaux. Donc, quand ils en trouvent un qui en a, eh ben, le capital confiance augmente d'un coup. C'est-à-dire que là, tous les paramètres de vigilance chutent et toute la confiance augmente. Donc, les gens, très souvent, ils font exactement ce que tu as fait. Ils passent d'une position très en retrait sur leur chaise ou même au téléphone ou en visio, et ils se mettent à avancer comme ça. Ils font un mouvement comme ça, pour ceux qui auront la version vidéo de ce podcast un jour. Hein. Ils s'avancent, ils disent, mais je comprends pas. Et là, ils commencent à s'engager avec une vraie curiosité sincère. Je comprends pas. Ok. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce nom. Ouais, complètement. Et voilà. Et là, on peut rentrer dans une vraie phase d'éducation et de partenariat. Écoutez, moi, ce que je vous dis, si jamais vous avez, allez-y, foncez. Et je reste disponible pour vous, peut-être pour challenger. Maintenant, et c'est là, ça devient intéressant, il va falloir éduquer le client. Est-ce que vous cherchez la solution la moins chère ou vous cherchez surtout à investir sur votre résultat pour atteindre votre résultat? Donc ça, c'est une question qui m'a beaucoup aidé. Ça veut dire que et puis en plus, la réalité, c'est que des fois, on a des concurrents sur certains secteurs ou niches qui font aussi bien, voire mieux, et être en capacité de dire, bah là, sur cette demande très spécifique, je serais pas le meilleur interlocuteur pour vous accompagner au vu de ce que vous me dites, et je vous invite à aller les voir de façon très honnête, et qui choisit cet interlocuteur, ça te permet peut-être à un instant d'après, dans le futur, d'avoir quelqu'un qui revienne vers toi pour dire, bah en fait, ce que vous aviez fait, c'était le bon choix, et là, j'ai envie de travailler avec vous sur cette partie où là, vous avez une expertise. Exactement. C'est pas une volonté de gagner, c'est une volonté vraiment d'être la meilleure version de toi-même dans un processus qui est l'infinite game, de la vente ou de la négo. Ça fait beaucoup de sens, et j'aime bien cette notion de vouloir aider l'autre. C'est un truc nous qu'on explique quand on est sur des achats, sur des budgets, c'est parce qu'on est confronté généralement sur certaines problématiques de négo commerciales à des achats qui veulent pas nous donner leur budget, mais ce qu'on leur dit, c'est aidez-nous à vous aider. C'est exactement la complexité, elle se trouve chez vous. Vous nous demandez de faire Paris-Lyon en transport entre un vélo, une voiture ou un avion. Ben c'est pas la même chose. Nous, on s'adaptera, mais on sera capable de vous dire les avantages et les inconvénients de chaque solution en fonction de vos contraintes. Exactement. Et je pense qu'il y a des différentes émotions que nous, les commerciaux, on doit gérer. C'est, par exemple, pas de peur. On ne doit pas cultiver la peur, c'est qu'on doit aller avec courage les premiers au front. C'est-à-dire que si une personne dit « je n'ai pas prévu de budget », donc on doit avoir le courage de dire « écoutez, vous voulez une solution sans avoir prévu de budget ?» Donc en gros, vous avez prévu 0 €.
Donc il faut avoir le courage d'utiliser l'humour sans faire de sarcasme, sans faire d'ironie malveillante, mais il faut avoir le courage de parler amicalement aux gens avec humour en disant donc vous avez prévu 0 €, donc dans ce cas-là je vois pas comment je vais pouvoir vous aider. Mais il va falloir provoquer les réponses des gens pour provoquer les incohérences des gens et grâce à ces incohérences de montrer que nous sommes aussi intelligents qu'eux pour renvoyer cette incohérence. Et en renvoyant les incohérences des gens, les gens deviennent de plus en plus cohérents. Et grâce au fait de créer de la cohérence par le jeu de dire non en premier, les gens deviennent de plus en plus cohérents. Ils empruntent le rail qu'on a fixé pour eux. Ouais, c'est génial. En fait, l'éducation des enfants, si vous voulez, mais bon. Non, mais c'est génial parce qu'il faut avoir le courage, et c'est un mot qui est fort, de sortir de sa zone de confort, d'être capable de dire non, de montrer, de pointer un raisonnement qui est pas cohérent ou de montrer à l'autre un raisonnement paradoxal et de lui faire comprendre que toute chose égale par ailleurs, il n'arrivera pas à ses objectifs. Et d'une certaine manière, t'es la personne qui annonce la mauvaise nouvelle ou qui a le courage de lui dire non, mais pour son bien. Exactement. C'est fort, c'est fort. C'est génial. Je comprends mieux cette notion de dire non. En fait, c'est vraiment cette notion d'éduquer avec bienveillance ton interlocuteur. Est-ce que tu as une autre étape sur laquelle tu peux partager, Rafi, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Je pense que la plupart des gens sont toujours intéressés par comment savoir dire non au moment du budget, savoir dire non aussi à 2 autres moments, je pense. C'est savoir dire non au moment de l'engagement. C'est-à-dire que très souvent, quand un client doit acheter, doit consommer une solution de type prestation de service, on va dire, ou un produit, peu importe, ça l'engage à l'utiliser d'une certaine manière, ça l'engage à l'utiliser avec une certaine régularité. Par exemple, nous qui vendons des programmes d'accompagnement sous forme de coaching ou sous forme de formation, très souvent, ça engage nos clients à être réguliers pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Et donc, les gens, ils vont dire « Quoi ? Il va falloir que je m'engage à pratiquer mes techniques de vente 2 fois par semaine. Il faudra que je me connecte sur mon espace 2 fois par semaine. Il faudra que je me connecte en visio avec vous 1 fois par semaine. » Donc, les gens, ils se rendent compte qu'ils veulent un résultat, mais sans un certain engagement propre de leur part. Sans un investissement de temps ou d'énergie de leur part. À ce moment-là, très souvent, dans cette phase, on appelle ça un mini-closing engagement. Et dans ce mini-closing engagement, les gens vont dire très souvent non en premier. Ils vont dire, attendez, votre solution, elle est trop engageante. Elle est trop contraignante. Voilà comment le client le dit, très souvent. Ah, il va falloir qu'on change tout notre système informatique pour ça. Ah non, c'est trop contraignant, monsieur Mohamed. Donc, c'est là où il faut avoir la capacité dans ce mini-closing de dire non en premier. Avant qu'ils disent, c'est trop contraignant votre truc, il faut être capable de dire, écoutez, est-ce que vous, monsieur Pellabert, voilà, pour qu'on puisse atteindre les objectifs de chiffre d'affaires que vous voulez et les résultats que vous me demandez, ça va impliquer une réunion entre nous deux, une session entre nous deux toutes les semaines qui va prendre 1h30 et ça va durer à peu près pendant 1 an comme ça. Je vais vous accompagner pendant 1 an, 1h30 par semaine, on va se connecter. En plus de tout le travail que je vais vous donner entre les séances. Le réflexe humain, c'est dire quoi à ce moment-là? Non. Voilà. Ah, j'ai trop de boulot, vous vous rendez pas compte, 1h30 par semaine, avec tout ce que je fais, avec toutes mes responsabilités, c'est trop compliqué, c'est humain. Et dès que la personne va dire non, ça va être compliqué pour moi, il faut être le premier à dire ok, dans ce cas-là, toujours pareil, point de départ, point d'arrivée, au vu de ce que vous me demandez, au vu de vos ambitions et au vu du contexte et de l'état initial de votre configuration, je vois pas comment je vais pouvoir vous aider, mais ça me paraît impossible. C'est génial parce que ça vient jouer plein de leviers au niveau du cerveau. Déjà, il y a un principe de résistance. C'est ce qui est compliqué à obtenir. Le cerveau l'apprécie. Le fait que tu me dises non, moi, ça me challenge encore plus à vouloir comprendre et à mériter ce que tu me dis. Et deuxième chose, c'est que tu as le courage de mettre sur la table. Et je pense que c'est très, très important que les gens comprennent ça. Tu as le courage de mettre sur la table la complexité à un moment donné qui peut rentrer en compte. Si tu le fais pas à ce moment-là, si tu closes et que cette complexité, elle arrive après, tu as la personne qui s'engagera pas de la même manière, qui pourra être frustrée, qui pourra dire mais vous ne l'aviez pas dit ou je savais pas ce que ça générait, et le cerveau va le percevoir différemment. Or toi tu le présentes quasiment comme un challenge et qui est de dire en fait j'ai envie de vous choisir, mais méritez-moi d'une certaine manière. Montrez-moi que vous avez envie qu'on travaille. Enfin si vous faites pas les efforts, on travaillera pas ensemble. Et ça c'est pour votre bien. Et tu renverses ce rapport de force, ce rapport à l'autre. Je trouve que c'est génial parce que c'est fait avec beaucoup de tact sur le sujet. Ah, génial. Au fur et à mesure des années, je me rends compte. Moi, je le fais avec beaucoup de cœur et beaucoup de tendresse pour les gens.
et peut-être qu'après, j'ai analysé au fur et à mesure des années où j'ai dû devenir pédagogue pour l'enseigner aux autres. Je me suis mis à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête des gens au moment où je dis ces choses-là de manière très humaine. Et en gros, je me suis rendu compte que je fais passer les gens, enfin, en tout cas, ma volonté, c'est de faire passer les gens à un niveau de responsabilisation au lieu de rester dans une étape de victimisation. Ou, on va dire autrement, les gens vont se comporter comme des adolescents ou comme des adolescents ou comme des enfants, et moi, je les traite avec respect comme des adultes. C'est-à-dire que je leur dis ce qui n'est pas possible, et je leur dis que s'ils le veulent, ils peuvent. Donc, échangeons ensemble. C'est comme un enfant qui pourrait dire, moi, papa, je voudrais être styliste. Il va falloir dessiner 1h30 par jour, tous les jours, ma chérie. Ah non, ça, je peux pas. Bah, désolé, ma chérie, tu seras pas styliste. Ouais. Un parent, il doit avoir le courage de traiter son enfant comme un adulte. C'est ça. C'est une vraie volonté d'être transparent pour éviter toute désillusion que tu pourras avoir dans un second temps, qui est de dire non, vous en faites pas, on va closer, ça semble trop simple, et puis tu as vraiment ce commercial qui veut imposer, et puis au final, t'as pas l'engagement des parties prenantes. Non, très intéressant. Et ce qui est génial, parce que, dis-moi. Oui, parce que pour être honnête avec toi, Julien, la plupart des gens, quand je leur dis, voilà, je vais former vos commerciaux, je montre au patron ce que je vais faire avec leur gars. Et très souvent, à ce moment-là, ils flippent. Les clients, les patrons flippent quand ils découvrent cette méthodologie. Ils me disent, non, mais attends, Rafi, tu te rends pas compte, on fait pas assez de chiffre d'affaires, on va encore plus foirer si tu leur apprends à dire non. On peut pas se permettre de dire non à nos clients. Donc, je briefe les patrons souvent. Et après, je leur fais les simulations et les jeux de rôle et je leur montre. Et je leur dis, vous savez quoi, si c'était vrai ce que vous disiez, vous, je serais déjà en train de foirer depuis 20 ans, moi. Oui, t'es ton meilleur exemple, forcément. Et tous les gens que vous m'avez confiés dans le passé, sans que je vous explique c'était quoi la méthode, ils ont bien réussi, ils ont bien fait x2, x3, x4 en chiffre d'affaires. Donc, faites-moi confiance. Mais pour être honnête, il faut leur expliquer tout le processus en détail, c'est-à-dire que il faut déjà mettre le terreau, comme on a dit, pour y arriver. Une fois qu'on a fait le terreau, les gens nous autorisent à leur dire non. Une fois qu'on leur dit non, il faut être capable d'expliquer comment obtenir le oui. Et oui. Parce que là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est savoir dire non. Mais peut-être que pédagogiquement, c'est comme ça qu'il faut que je t'explique, Julien, pour être honnête, et pour que tout le monde comprenne le truc. C'est, en B2B, on dit, quand il y a plusieurs acheteurs en face de nous, mon mentor m'a appris, Rafi, détecte rapidement le bon, la brute et le truand. Voilà. Mon mentor en B2B m'avait appris, détecte Rafi rapidement le bon, la brute et le truand. Le truand, c'est celui qui te fait comprendre qu'il a le pouvoir, mais il n'en a aucun. Ok. Donc il dit oui, c'est génial votre solution. Il dit oui tout le temps. Très souvent le truand, il dit oui, c'est génial. Donc il a des signaux très forts d'achat. Il dit oui, c'est bien, c'est super à chaque moment de ton processus de vente. Et à la fin, tu te rends compte qu'il avait aucun pouvoir de décision, donc il t'a truandé. Okay. Le bon, c'est souvent quelqu'un de plutôt agréable humainement qui émet des signaux faibles d'achat. Donc il réagit avec sa tête comme ça, il dit intéressant. Mais c'est plutôt soft, discret. Ok. Mais il n'émet pas de signaux brutaux avec toi. Ok. Donc tu as l'impression que c'est un allié, c'est un sponsor. Ouais. Et donc tu consommes de l'énergie avec lui. Et très souvent, quand tu es un débutant, tu te fais piéger par le truand. Comme tu vois qu'il réagit beaucoup, tu te focalises sur lui, tu fais ta présentation à lui, et tu focalises beaucoup d'énergie et de temps sur lui. Mais le vrai secret que mon mentor m'a appris, il m'a dit focalise ton temps, ton énergie, ton attention sur la brute. Le bon, la brute et le truand. Donc celui qui va dire non tout le temps pendant ton rendez-vous. Donc c'est-à-dire souvent c'est le service achat, souvent ça peut être le DAF, souvent ça peut être le DG. Souvent c'est quelqu'un qui est un peu agressif avec toi, qui te challenge tout le temps et qui te met des épines tout le temps sous tes pieds. Ouais. Oui, votre truc c'est de la merde. Non mais ça je connais déjà, on a déjà. Non mais ça c'est beaucoup trop cher. Donc tu te concentres sur la brute et tu dis ok très bien. Donc vous voulez pas déployer ça. Dans ce cas-là, je sais pas comment vous allez avoir votre solution. Et donc là il faut rentrer dans une relation de challenge avec la brute. Et c'est là où tous mes contrats B2B, je les ai gagnés. C'est en focalisant mon énergie sur la brute qui était dans le trio. Donc maintenant, si je ramène ça au B2C, B2C ou à un contexte où il y a un seul acheteur en B2B. Chaque être humain, toi le premier, moi le premier, nous avons la brute, le bon et le truand à l'intérieur de nous. Donc si je m'adresse à ton côté truand, c'est-à-dire que à ton côté qui dit oui facilement, je vais foirer ma vente. Si je m'adresse à ton côté bon, qui est plutôt agréablement surpris par ce que je dis, je vais foirer ma vente. Mais si je te pousse à me dire non régulièrement, je vais cartonner en vente. Donc je vais réveiller et activer ton côté brut avec moi, c'est-à-dire je vais te poser des sujets
qui vont te pousser à me dire non rapidement. Donc, je vais déterrer les sujets où tu as envie de me dire non. Mais avant que tu me les dises, c'est moi qui vais te dire non d'abord. Et parce que je vais te dire non d'abord, tu vas commencer à me dire oui d'abord. C'est passionnant. Écoute, passionnant. Et ça fait sens d'une certaine manière sur beaucoup de choses. Petite question, parce qu'on arrive c'est quasiment sur la fin du podcast. Une différence entre négo et vente? Oui, bien sûr. On a le droit d'être en accord sur le désaccord, on a le droit de voir les choses différemment. Oui. Je te laisse libre à toi de me dire ta perception. Et ça m'intéresse réellement en plus. Pendant des années, je ne comprenais pas le mot négociation. Je savais ce que c'était la vente parce que j'étais vraiment un vrai vendeur pur et dur, pur et doux, je dirais même. Hein. Ah, génial. Et négociation, comme je faisais pas de la vraie négociation au sens propre du terme, je me suis beaucoup posé la question. Et un jour, je me suis rendu compte que négociation commençait par nég. Ne pas. Voilà. Par une négation. Et un jour, je me suis rendu compte que finalement, j'étais un super négociateur parce que c'est moi qui crée la première négation. Et donc, je me suis rendu compte que la différence entre la vente et la négociation, c'est que quand on est en mode vente, très souvent, on est en mode push, en mode persuasion, en mode j'amène des informations pour influencer ta décision et ta perception. Alors que quand on rentre en mode négociation, on est en train de gérer des négations. Donc, c'est mon nom qui rencontre ton nom. Écoute, c'est une très belle définition. Je m'étais jamais posé la question avec ces mots-là, mais qui fait sens. Sur la négociation, c'est un désaccord qui est exprimé et on est sur un processus pour aller chercher cet accord. Donc, ça fait mode de résolution conjoint. Hein. Ça fait entièrement sens. C'est très malin. Mais ce qu'il faut quand même pour rassurer les gens, pour terminer sur la vraie cerise sur le gâteau, je pense. Par contre, à partir du moment où la personne dit non, très souvent elle dit non à un paramètre, à un critère. Elle dit pas non à tout. À partir du moment où la personne commence à dire non à 1 ou 2 ou 3 paramètres, critères de notre offre, ça veut dire elle veut signer notre offre. Oui, sinon elle te sort. Exactement. Sinon, souvent elle dit merci beaucoup pour toutes ces informations, Rafi. Je vais vraiment prendre le temps de réfléchir et je reviens vers vous. Ça, c'est la pire des réponses qui existent sur le marché pour nous dans notre métier. Oui. Par contre, si une personne dit en termes de budget, ça le fait pas, ça veut dire qu'elle veut signer, mais que le budget lui convient pas. Si elle dit l'engagement que ça exige en termes de disponibilité de mes équipes et de moi-même, c'est trop, ça veut dire qu'elle veut signer. Donc en gros, quand la personne commence à dire non, ça veut dire qu'elle commence à dire oui. Oui, c'est intéressant parce que alors il y a plein de travaux dessus, mais le oui, il est fourbe. C'est oui quoi? Oui, tu m'as entendu, tu m'as compris, t'es d'accord? Combien de fois il y a des commerciaux qui disent oui, très bien, monsieur Mohamed, c'est parfait pour nous, on va y réfléchir. Et ça signe pas oui, je vais le faire la semaine prochaine. Donc en fait, nous dans notre travail, on va chercher beaucoup de noms aussi différemment, mais parce que le nom il est ferme. Non est une décision. Les travaux de Jim Camp qui sont passionnants là-dessus, et surtout c'est très clair. On sait à partir de là où on peut évoluer. Donc non, écoute, passionnant, Rafi, je te remercie vraiment pour tous ces parallèles, extrêmement intéressants. J'ai l'habitude de poser une dernière question à mes invités pour closer avec toi ce podcast. Si le Rafi d'aujourd'hui devait rencontrer le Rafi il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais au Rafi il y a 20 ans? Très bonne question. Merci. Alors le conseil, je le rassurais en disant tout va bien se passer. Ah, génial. T'es pas la première personne à dire ça. Génial. Je dirais, tu vas avoir une vie extraordinaire à laquelle tu n'osais même pas rêver. Je pense que je lui dirais ça parce que c'était un Rafi qui avait tellement peu confiance en lui que voilà. Donc je pense que je le rassurais pour lui dire bonjour. Et après je dirais ose encore plus. Ose plus et plus vite. Ouais, peut-être. Voilà, ose plus et plus vite. Je pense que j'ai osé beaucoup, mais le jeune garçon, à chaque fois, n'osait pas aller assez vite. Et je dirais, vas-y, ose plus vite. Nous, c'est notre devise Institut NERA, c'est qui ose gagne, qui est une devise des SS. Et complètement. Donc, je retiens ce conseil, Rafi, génial. Rêve, ose et deviens. Exactement. Et tu peux y aller même plus rapidement que ce que tu
voilà, laisse pas tes peurs te ralentir et faire le geste que tu pouvais faire aujourd'hui, tu veux le faire demain. Fais-le dès aujourd'hui et tout se passera très très bien. Je pense que c'est ça que j'aurais dit à l'époque. Un beau message. Un très très grand merci, Rafi. Merci 1000 fois, Julien, pour cette opportunité. C'est un honneur, un plaisir. C'était passionnant. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour Parler, le podcast de la négociation. Merci à vous.